Mario. Oh, OK. La précision de ce tir. Ayotte à Bilodeau. Bilodeau qui est seul devant le gardien. Il va un tir et le but! Gabriel Bilodeau! Alexandre Picard, bonsoir les jeux de la semaine. Mais quel arrêt de la part de côté d'Allemand! Bon. De laver. La feinte, le tir et le but! 3-20. De l'autre côté, oui, il est bon! Et voilà! L'assurance est champion! Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit le producteur et animateur bien connu, Yannick Lévesque, qui est un ancien de la Ligue là, pour les équipes de Sorel. On va parler avec lui dans une quinzaine de minutes. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, super. Grosse émission en perspective. Je crois qu'on va avoir beaucoup de plaisir. J'espère que les gens seront là en grand nombre avec nous. Il y a déjà quelques personnes qui nous saluent d'ailleurs. Donc, on en est déjà à la 6e semaine là, dans la Ligue nord-américaine de passé. On a eu des bonnes parties de l'action. Est-ce qu'on pourrait commencer, Dave, avec peut-être quelques nouvelles pendant que je partage le balado dans les différents groupes de fans? Exact. Donc, oui, on est entre le quart et le tiers de la saison là, déjà de fait. Là. Donc, on va commencer comme pas mal toutes les semaines avec les 3 étoiles la semaine. Ouais. Donc, qui ont été annoncées un peu plus tôt aujourd'hui. Alors, Tristan Bérubé qu'on a reçu la semaine dernière, qui, dans le fond, continue sa bonne saison. On lui avait dit justement là, qu'il avait été dans les étoiles de la semaine à quelques reprises depuis le début de la saison. Donc, encore une étoile pour lui. Un départ en fin de semaine dernière contre Laval à Jonquière, donné 1 but sur 38 tirs dans la victoire là, de 4-1 de son équipe. Donc, un autre là, belle performance pour Tristan Bérubé. Ensuite de ça, 2e étoile, Zachary Boutier, gardien des Bataillons Saint-Hyacinthe. On en avait parlé, je pense que c'était peut-être avec le panel, mais c'en a un autre, ça, Zachary Boutier, qui connaît un excellent début de saison puis qui est en train là, de s'établir là, comme un bon gardien dans la Ligue. Poursuit là, sur sa lancée qu'il avait eue avec les Lions de Trois-Rivières l'année dernière. L'année dernière, il avait connu une excellente saison. Donc, lui, c'est victoire de 2-1 que son équipe a eu contre le National de Québec vendredi. 42 arrêts sur 43 tirs. Donc, a été parfait pratiquement là, toute la rencontre, parce que le seul but a été marqué à peu près avec 3 minutes de jeu de jouer en première période. Donc, a été parfait là, le restant de la game. Puis, Mathieu Lemay. Donc, Mathieu Lemay là, qui est en train de montrer aux gens de Jonquière, là, des marquis de Jonquière, là, que quand Bob Desjardins l'avait signé pendant la saison morte, puis annonçait là, que c'était une grosse signature, est en train de le démontrer. Donc, 3 buts en fin de semaine, 2 dans la victoire des marquis vendredi, 1 dans la défaite là, de samedi. Faut dire là, que du côté de Mathieu Lemay puis de ses 3 buts, c'est rare qu'on voit ça, mais ça n'a pas été une semaine incroyablement offensive dans la Ligue nord-américaine. Là. Il y a eu le match de 6-3 de samedi à Sorel, mais à part de ça, c'était des 2-1, des 4-1. Donc, c'est du jeu serré, c'est du jeu excitant qu'on a ces temps-ci. Donc, c'est pour ça que les gardiens ont été à l'honneur aussi 2 exact. étoiles sur 3. Donc. Exact. Les gardiens qui ont quand même été solides également. Donc, voilà. Sinon, la semaine dernière, on a annoncé là, les étoiles du mois. Donc, ça avait été fait là, après notre dernier podcast. Donc, au niveau des étoiles du mois, du côté de du joueur offensif, Charles Tremblay du Cool FM, qui justement aidé par son match de 4 buts contre les Éperviers, mais il n'y a pas juste une match de 4 buts, il y a eu d'autres très bons matchs aussi. Donc, a été là, nommé l'étoile du mois. Offensive, oui. Avec 2 buts et 3 passes en 6 matchs. Donc, 11 points en 6 matchs. Donc, Charles Tremblay, là, qui justement là, est en train de montrer là, que sa saison recrue de l'année dernière, c'était pas un feu de paille, même qui est encore meilleur à date cette saison. Donc, fait partie là, du gros noyau offensif du Cool FM depuis le début de l'année. Ensuite de ça, le joueur défensif, Philippe Desrosiers, donc le gardien étoile des Éperviers, a remporté 4 victoires en 5 parties.
Moyenne de buts alloués de 2,20, moyenne d'efficacité de 928. Et récolté un blanchissage également, donc Philippe Desrosiers. Puis la recrue du mois, également des éperviers, a été le Sean Boudria. 6 buts, 3 aides durant le mois. A été d'une grande aide dans le succès là, des éperviers pendant le mois. Exact, dont le match contre Québec à Sorel, où est-ce qu'il avait récolté un tour du chapeau, plus un but en tir de barrage, mais vraiment, là, on voit que lui, je dirais Alexandre Fortin aussi, ont vraiment transformé l'attaque de Sorel depuis le début de la saison. Donc, recrue du mois, Sean Boudria. Sinon, il y avait ça n'a pas été il n'y a pas eu vraiment de mouvement personnel cette semaine, pas vraiment de signature ou de. Pas de transactions non plus. De transactions. Donc, au niveau là, des nouvelles, c'est pas mal ça. Sinon, il y a des petites nouvelles un peu fait le fun, là, comme à Laval, là, qu'ils ont sorti là, le nouveau burger Calgaro, peut-être en inspiration là, des Canadiens de Montréal avec McDo. Donc, on a vu quand même sur les réseaux sociaux plusieurs joueurs dimanche durant le match là, se prendre en photo avec ça. Donc, quand même, je trouve que c'est une excellente initiative. C'est le fun d'avoir ça. Il faut mentionner aussi que si les partisans prenaient une photo, il y avait la possibilité là, de gagner un burger jusqu'à la fin de la saison. Je crois que le concours est toujours en cours. Il faut que vous publiez votre photo là, sur le groupe de fans des pétroliers de Laval. Donc, je n'ai pas vu encore les résultats, donc ça doit être toujours en cours. Vous pouvez envoyer votre photo. Là. Peut-être qu'elle traîne encore dans votre cellulaire. Là, vous avez encore le temps. C'est bon, ça. Donc, disponible à Laval jusqu'à la fin de la saison. Qui sait si je vais voir un match à Laval, peut-être on va l'essayer. Mais sinon, il y avait aussi là. Il y avait le plateau de André Bouvet-Morissette, 100 buts dans la LNH. Oui, donc le capitaine des éperviers, un beau plateau, 100e but récolté samedi. En fait, on a récolté 2 en fin de semaine, donc un vendredi, un samedi. Puis vraiment, que dire de plus, André Bouvet-Morissette, depuis son arrivée dans la Ligue, vraiment le cœur et l'âme des éperviers de Sorel-Tracy. Donc, continue là, de connaître du succès avec les éperviers. Puis, également, là, il y avait... Petite nouvelle concernant l'assurantiel, c'est le joueur étoile Alexandre Goulet, donc, qui avait été visiter les jeunes des classes de l'école Personnage à Thetford. Donc, les jeunes avaient la chance de gagner des rondelles et des billets pour les matchs de l'assurantia. Les jeunes étaient tous sourires et Alexandre Goulet aussi. Oui, puis tu sais, c'est une belle initiative. C'est pas la première fois non plus que Alexandre Goulet fait des choses à la sorte, là, toujours très impliqué à Thetford Mines puis dans les environs. Donc vraiment un bel ambassadeur, autant sur la glace que hors de la glace pour l'assurantiel. Yes. Donc, on pourrait y aller avec quelques salutations avant d'y aller avec notre invité. Stéphane Bellé qui dit salut messieurs, Danny Charrette qui dit salut les boys, Simon Harvey qui parle de Lemay. Donc, qui est en feu. Là. Simon doit être un partisan des Marquis. Emmanuel Gagnon là, qui dit bonne soirée les boys, continuez votre bon travail. Céline et Gilbert qui sont toujours fidèles au poste, qui disent salut les boys. Et Danny qui me demande là, quand il va y avoir une surprise. Je te recontacte, Danny. Marc-Antoine qui dit le national va-t-il finir par gagner? A déjà eu sa première victoire, mais c'est sûr que je pense qu'on en souhaite un petit peu plus là, du côté de Québec, du côté des joueurs de l'organisation. Là, on espérait peut-être mieux. Peut-être qu'on mérite mieux aussi parce qu'il y a des parties que ça a fini serré, qu'on a pas été chanceux. Là, mais... Première victoire à domicile qui reste à aller chercher aussi. La victoire, c'était sur la route, donc devant nos fans. On joue à la maison en fin de semaine, donc à suivre, là, c'est samedi soir au complexe sportif. Bon, on va revenir. Bonheur, ouais. Bonheur. Il y avait, David, une grosse nouvelle qu'on a oublié de mentionner.
C'est le retour du Cool FM de Saint-Georges là, au centre sportif, au centre sportif La Croix-du-Til. Donc, toutes les informations ont été dévoilées dans un communiqué. Donc, le prochain match à domicile de l'équipe va être le 29 novembre contre les Éperviers. Et il y a 2 matchs là, qui étaient aussi à domicile. Les 15 et 23 novembre qui ont été déplacés là, pour permettre à l'organisation là, de pouvoir s'installer. Et les parties vont être reprises le 14 décembre, 25 janvier. Vous pouvez aller sur le site web là, du Cool FM pour avoir tous les détails. Partie aussi le 16 janvier qui est déplacé au 18 janvier contre Laval. Il va y avoir une vente de billets de saison également là, pour les 14 matchs qui restent à domicile du côté du Cool FM. On est très content, je crois, du côté de l'organisation de revenir là, au centre La Croix-du-Til. On a quand même tenu à remercier donc, les gens de Beauceville et de Sainte-Marie là, où on a été depuis le 2 mars dernier là, qu'on a joué des parties hors de notre domicile habituel. Ben oui, puis restez à l'affût parce que de la manière dont ça a été annoncé sur les réseaux sociaux, ça risque d'être une soirée grandiose, comme on dit. Le retour au centre sportif La Croix-du-Til ça va être contre les Éperviers de Sorel, ce match-là. Donc, ça va être le fun. Puis, tu sais, c'est le fun aussi de voir que on réussit à déplacer les matchs pour justement avoir notre aréna là, pour tous ces matchs-là, au lieu de jouer 2 matchs de plus à Beauceville. Puis aussi, l'autre petit détail là, du match qui est changé en janvier, ben, ça permet d'avoir un samedi soir au lieu d'un jeudi soir aussi. Donc, ça risque de faire plaisir aux fans, puis probablement aux joueurs des équipes qui vont avoir le voyagement à faire. C'est probablement un peu plus facile le samedi que le jeudi. Et il y a Kevin Arsenault, Chief, qui dit qu'on va battre des codes d'écoute ce soir, l'effet Lévesque. Donc, les gens qui nous écoutaient, là, partagez le balado en grand nombre et parlez-en, appelez si vous avez le temps, appelez votre beau-frère là, pour qu'il se connecte, vos amis, tout ça. Là. On va avoir une bonne soirée ce soir. Là. Yes, hâte d'entendre ça. Ça risque d'être une bonne entrevue. Donc, on est prêt à y aller avec notre invité. Notre invité qui est dans les coulisses. Maintenant, on peut le voir. Et voilà. Yannick Lévesque, donc producteur et animateur connu. Yannick, comment ça va? Hey, ça va bien, vous autres, ça va bien. Je vous écoute depuis tantôt. Là. Vous avez l'air en pleine forme. C'est le fun. C'est le fun de jaser un peu de hockey de la Ligue nord-américaine. Écoute, ça a été longtemps une grande partie de ma vie. Je suis ça quand même encore, là, mais beaucoup moins qu'avant, évidemment. C'est le fun, Yannick. En ce moment, on se sent comme si on était un peu dans le studio de Ongeance. C'était un peu au même endroit. Place. Tu me dis, tu as juste enlevé les chandails qui sont en arrière. Là, j'ai pas mis. En fait, j'avais pas de chandail de la Ligue nord-américaine ou des équipes de la Ligue nord-américaine. J'aurais pu les mettre. Mais habituellement, c'est ça derrière. Là, j'ai les chandails. C'est d'ailleurs aussi que je fais le podcast à chaque jour d'Ongeance. Regardez mon petit pied de micro de RDS et tout ça. Donc, installé au même endroit où je passe une grosse partie de mes journées depuis quelques années. En fait, depuis la pandémie, hein, c'est là que ça a pris naissance. Puis c'est demeuré, ça fonctionne, ça va bien, les gens aiment ça. Donc, bienvenue dans mon studio. T'as pas un vieux chandail des Royaux de Sorel qui traîne quelque part? Écoute, je pense que j'en ai un, mais pas. Je ne l'avais pas à portée de main. Mais je pense que j'en ai un dans une boîte au sol qui, à mon avis, étaient des chandails vraiment exceptionnels. C'est des chandails des Bruins de Boston à l'époque. Là. Ça a été jusqu'à la dissolution de l'équipe. Là. Si ma mémoire est bonne, ça doit être 4, je pense. Ouais, 2004, là, dans ce coin-là. Là. Même 2003. Je pense que ça a pris fin en 2003. Les Royaux, c'était le chandail des Bruins à l'époque avec le fameux logo, là, la couronne et tout ça.
Ouais, je pense que j'en ai un à quelque part. Puis écoute, si ma mémoire est bonne, c'est l'ancien de Patrick O'Hara, le numéro 34. C'était le seul qui me faisait. C'est pour ça que c'est celui-là que j'avais pris. Pat était assez costaud aussi. Là. Pour les plus vieux, ils vont se rappeler de Pat, évidemment, là, qui était un homme fort et qui, dans la vie, était un chic. Ben, comme tous les hommes forts, dans la vie, était un chic type, est encore un chic type. Là. D'ailleurs, il est en politique maintenant. Je le salue s'il est à l'écoute d'ailleurs. David m'a un peu volé qu'est-ce que je voulais dire, là, mais je vais te montrer une photo, Yannick. Il y a quelque chose d'autre que tu aurais peut-être pu afficher. Ah, vas-y. Donc, avec Jack! Je ne sais pas si tu avais dans tes bottes encore cette jaquette-là d'émission de Sorel. Non, ça, j'ai vu ça. Hey, mais il était beau, là, ce manteau-là. C'était à l'époque des manteaux de cuir d'équipe. Écoute, moi, je venais de sortir. Ça, là, c'était en 2005, si ma mémoire est bonne. Là, l'équipe, pour les plus vieux de la vieille, là, vous allez peut-être vous rappeler, à la fin, le dernier groupe de propriétaires des Royaux à Sorel en 2004, de la façon que ça s'est passé, c'est que l'équipe a été dissoute. L'équipe, dans le fond, a cessé ses activités, il n'y avait plus de propriétaire. Puis là, les frères Rémillard, à ce moment-là, avaient acheté le droit, dans le fond, de Sorel, là, la ville de Sorel-Tracy, là, avec la Ligue, et avaient déménagé le mission de Saint-Jean à Sorel-Tracy, et c'est devenu le mission de Sorel-Tracy. Fait qu'en fait, il n'y a pas eu pas de hockey. Là. On est vraiment passé de... On termine la saison avec les Royaux, on n'a plus d'équipe pendant un mois, puis là, on apprend que le mission est transféré. Et la famille Rémillard, à cette époque-là, avait transféré tout le personnel du mission de Saint-Jean à Sorel-Tracy, sauf une personne. J'étais resté en poste comme gouverneur. Et ça, c'est ma photo avec le mission comme gouverneur adjoint, dans le fond. Ben, j'étais gouverneur de l'équipe. Avec la mission. Puis là, je venais de passer quelques années avec où on tenait le budget très serré à là, c'est plus trop grave, on peut dépenser. Fait qu'on a eu des beaux... Écoute, j'ai eu un beau manteau de cuir, une saison, c'est celle-là. Vous avez... Hey, j'ai même pas ça, cette photo-là. Là. C'est un méchant souvenir. J'avais plus de cheveux, j'avais le pinch à l'époque. Ouais. Écoute, c'est des beaux souvenirs, ça, quand même, là, pour vrai. J'ai plein de noms, plein de visages qui me viennent en tête de cette époque-là. Parce que, tu sais, ce qu'on retient souvent de l'ancienne Ligue semi-pro ou de même le senior major qu'on appelait à l'époque, là, avant le semi-pro, parce que la Ligue nord-américaine est née d'une fusion entre la Ligue semi-pro et la Ligue semi-professionnelle du Québec et la Ligue de hockey senior major du Québec là, à la fin des années 90. Mais tu sais, souvent, on entend des histoires négatives un peu, mais c'était autre temps, autre mœurs, mais ça a été une très belle époque. J'ai connu des gens de hockey que je côtoie encore aujourd'hui, que je vois encore aujourd'hui, qui sont restés des bons amis. Beaucoup d'anciens joueurs. D'ailleurs, j'en ai vu un tantôt là, qui me saluait, Benoît Deschamps, qui travaille encore. Je pense que Benoît travaille à la description. Ben a été un des meilleurs défenseurs de cette ligue-là pendant des années. Lui, son seul défaut, c'est qu'il n'a jamais joué pour Sorel. S'il avait joué pour Sorel, il aurait été encore meilleur. Je le salue parce que Benoît m'a salué. Mais écoute, puis ces gars-là, ces gens-là, il y en a plein d'anciens joueurs que je vois aujourd'hui puis que je côtoie à l'occasion. Puis on se rappelle des beaux souvenirs de cette époque-là. On était tous plus jeunes, c'était bien différent d'aujourd'hui, mais ça a quand même été marquant. Puis je me suis fait plein d'amis et de connaissances à cette époque-là. Tu sais, pour vrai, là, c'était marquant. C'était la naissance, en fait, de ce qui est aujourd'hui une belle ligue de hockey. Mais il faut se rappeler, les gars, quand ça a parti, ça, en 1900, si ma mémoire est bonne, c'est 96-97, la première vraie saison fusionné, là, que c'est devenu la Ligue semi-pro, parce qu'avant, il y avait les deux entités. Là. Je pense que ça a duré 1 an ou 2, là, donc 94-95. Mais tout le monde disait à l'époque, le hockey senior, c'est des cycles, ça va durer 3-4 ans. Puis, tu sais, on entend ça encore et encore. Puis quoi, la Ligue, ça va faire 30 ans là, qu'elle existe là, depuis sa fondation. Puis, tu sais, il y a un nouveau, là, puis ben, c'est ça, puis là, il y a des nouvelles équipes qui embarquent. Fait que, moi, je pense que ça va toujours rester, ça va toujours exister. Mais chaque époque est différente. Moi, j'ai eu l'occasion de connaître l'époque à 15 équipes. Je ne sais pas si vous autres, vous ne pouvez pas vous rappeler de ça, vous êtes trop jeunes, mais il y avait 15 équipes à l'époque. C'était quelque chose. Là. Il y en avait 3 divisions là, de 5 équipes. Il y avait la division de Québec, la division de Montréal, la division du centre du Québec.
sais, on allait jouer des matchs, je me rappelle très bien, là, il y avait une rivalité incroyable entre Sorel, Laval, Verdun, Joliette. Après ça, il y avait Granby qui avait une bonne rivalité, Saint-Hyacinthe, les Aztèques d'Asbestos. Ça, peut-être ça vous dit rien, mais c'était ça. Il y avait des bonnes équipes, les Papetiers de Windsor, regarde. Puis dans la région de Québec. Si on fait un peu ton pedigree, Yannick, puis tu vas voir que je veux m'enligner. Là. Mais, vas-y. On te connaît maintenant comme producteur et animateur là, à RDS, notamment. À l'époque, tu as été, là, nous, on se connaît dans le fond de la Ligue M18 3A. Ouais. Tu as été là, avec les Riverains là, dans le temps qui étaient à Sorel, là, les Riverains du Richelieu. Ouais. Tu as travaillé juste avant de te joindre avec les Dinosaures là, en 96. Ça que tu parlais de ta première année. Même avant ça, parce que les Riverains, le Midget 3 à Sorel à l'époque, c'est de 1981 à 1995. Moi, j'ai été là de 89 à 95 avec les Riverains, puis j'ai fait la passation des pouvoirs 2 saisons au Collège Charlemagne avec les Riverains. Et là, on avait parti les Dinosaures à l'époque dans la Ligue senior majeure, les Dinosaures de Sorel. Et là, ensuite est arrivée la Ligue semi-pro du Québec en 97. Fait que, dans le fond, c'est comme ça que ça s'est fait. Là. Et avec Yannick Gagné, avec qui tu travailles à la Ligue M18, lui jouait pour Actonville. Oui, exact, pour le Nova d'Actonville, de mon bon ami Michel Doré. Des vieux noms d'équipes, là, donc c'est ça que je voulais plugger. Le Nova d'Actonville. Ben oui, mais écoute, c'est ça. Mais il y avait 15 équipes. Il y avait plein de joueurs qui jouaient dans la Ligue, des gars qu'on connaissait, des bons joueurs de hockey, des gars qui arrivaient universitaires en majorité, ou du junior majeur, ou du junior. À l'époque, c'était le junior 3A, le junior A, mais maintenant, c'est le junior 3A. Puis il y avait les gars qu'on connaissait pas parce qu'eux autres sortaient pas nécessairement des ligues de hockey qui étaient engagés pour venir brasser un peu, mais qu'on a appris à connaître et qui sont devenus rapidement les chouchous des spectateurs. Mais tu sais, c'est fou quand même quand tu penses à ça, là, qu'il y avait 15 marchés au Québec, puis c'était plein partout. Là. Il y avait du monde partout. Là. À cette époque-là, c'était vraiment l'événement dans chacune des villes, à chacun des week-ends, quand il y avait des matchs, c'était le talk of the town. Tout le monde parlait de ça. Je sais que c'est encore comme ça un peu aujourd'hui, peut-être à moins grande échelle, mais à cette époque-là, là, c'était véritablement... Moi, je me rappelle des matchs à Laval, à Verdun, 5000 personnes, au Colisée Cardin à Sorel, 3000 personnes. C'était plein partout. On a joué des matchs au Centre Bell, on a joué des matchs au Colisée Pepsi à Québec l'année du lockout. Tu sais, la rivalité entre le Mission, là, je saute un peu dans les années, mais vers 2005, le Mission de Sorel-Tracy et la Radio X de Québec, c'était fou, là. C'était incroyable, cette rivalité-là. Puis il y avait du bon hockey, il y avait des joueurs de calibre là-dedans. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, là. Il y a quand même une longue histoire qui est rattachée à la Ligue nord-américaine. Puis avec les Dinosaures, avec les Royaux, l'émission, tu as occupé un petit peu tous les postes. Tu as dit que tu étais gouverneur, tu as aussi été directeur général, aussi entraîneur. Tu as été derrière le banc. Oui, j'ai dirigé. J'ai une centaine de matchs derrière la cravate là, comme entraîneur-chef. En fait, j'ai dirigé les Dinosaures et les Royaux, surtout les Royaux, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas une grande patience au niveau des propriétaires des équipes à Sorel. Avec le temps, ça s'est calmé là, avec Christian Deschaines, mais à l'époque, le groupe de propriétaires était assez exigeant, puis il avait, disons, la gâchette assez facile. Puis je m'inclus là-dedans là, parce que j'étais dans le management aussi, puis on avait tendance à changer d'entraîneur souvent. Donc, à un moment donné, j'ai terminé des saisons, j'ai commencé des saisons, le temps de trouver un autre entraîneur. J'ai travaillé avec des... Je me rappelle de Michel Caron, quand Michel a pris sa retraite, il a terminé, il a eu une longue carrière avec le Mission, mais il a terminé avec les Royaux à Sorel. Et quand Michel a pris sa retraite, je lui avais demandé si ça tentait de venir derrière le banc, puis j'ai travaillé avec lui. Quelque temps. Fait que souvent, c'était un peu la mode aussi des anciens joueurs qui commençaient à arriver, qui dirigeaient les équipes. Puis c'était une façon aussi de contrôler les budgets parce qu'on n'avait pas les budgets
peut-être d'aujourd'hui ou les budgets du junior majeur. Donc, souvent, le directeur gérant pouvait être derrière le banc, on sauvait un salaire, une dépense et tout ça. Donc, c'était une façon aussi là, de contrôler. Je sais qu'il y a des équipes qui ne se borderaient pas avec ça, là, mais nous, en tout cas, à Sorel-Tracy, à l'époque, c'était comme ça. Ouais, c'est une mode qui existe encore. Regarde, tu dois te rappeler très certainement de Kevin Cloutier pour sa retraite l'année dernière et maintenant entraîneur-chef à Saint-Jean. Tout à fait. Il y en a eu plein. Là. Je me rappelle, il y a des gars là, qui ont été marquants dans cette ligue-là, qui ont travaillé derrière le banc. Denis Paul le fait à Laval un peu. Puis il y en a, Michel Croteau qui est un de mes très, très bons amis encore aujourd'hui. Michel a été joueur avec les Dinosaures à Sorel. Il a pris sa retraite et est devenu entraîneur par la suite. Pas seulement à Sorel, il a dirigé à Laval, il a dirigé à Grand Bay, il a dirigé plein d'équipes dans la Ligue également. Gilbert Delorme n'a jamais joué dans la Ligue, mais il faisait pas longtemps qu'il avait pris sa retraite de joueur. Il avait été entraîneur 2 saisons dans la Ligue internationale. C'est un peu là que le changement est arrivé, je te dirais. On disait au début, je me rappelle très bien, là, on disait, c'est une ligue de garage organisée. C'est un peu ça, là. Où vraiment, au début, là, dans les années 90, il y avait des petits salaires, puis on s'organisait avec les moyens du bord. Puis à un moment donné, avec le temps, les bons joueurs ont commencé à arriver. La ligue a pris un peu plus de sérieux, des nouvelles franchises. Puis là, je te dirais là, qu'au tournant des années 2000, en tout cas, je vais parler pour nous autres. Là. Je ne veux pas parler pour les autres organisations, mais au début, au tournant des années 2000, nous, à Sorel, c'est un peu là qu'on a pris la décision de dire, regarde, je pense qu'il faut investir au niveau des entraîneurs parce qu'on a de plus en plus de bons joueurs qui arrivent. Puis, ça devient de plus en plus sérieux. Et c'est à ce moment-là, écoute, j'étais derrière le banc et j'avais approché Gilbert Delorme parce que je connaissais Gilbert un peu, pas tant que ça, on se connaissait un petit peu. Aujourd'hui, on est très bons amis. On travaille ensemble, oui, à RDS, mais c'était un peu avec le hockey semi-pro que notre amitié s'est tissée. Puis j'avais approché Gilbert de devenir entraîneur des Royaux, puis il était là pendant plusieurs années. Là. En fait, jusqu'à la fin des Royaux. Par la suite, il a travaillé avec d'autres équipes. Mais c'est là que ça a changé un peu. Et par la suite, on s'est mis à engager des entraîneurs de carrière un peu plus ou des anciens joueurs qui ont décidé de s'impliquer. Donc, je pense que c'est arrivé au bon moment. Il était temps qu'on prenne un petit peu ce tournant-là, que ça devienne un peu plus sérieux. Puis là, aujourd'hui, on le voit, là, des entraîneurs de carrière, il y en a dans la Ligue, il y en a plusieurs qui vont et qui viennent. On peut nommer également, qui était dans ton temps, Pierre Pelletier, Lucien Paquette, là, qui sont encore aussi... tout à fait, tout à fait. Écoute, juste pour vous dire là, comment ça fait longtemps, je me rappelle Lucien Paquette m'a emmené dans les réunions de gouverneurs, parce que Lucien était gouverneur aussi à l'époque, puis je pense qu'il est encore aujourd'hui, mais à l'époque, il était là, puis je me rappelle, il nous parlait de son fils, Danick, qui graduait, là, qui arrivait là, aux portes du junior majeur, puis qu'il était voué un bel avenir, puis c'est un joueur, son style de joueur et tout ça. Ça vous donne une idée, là, il a eu une belle carrière, il a joué professionnel, puis là, encore aujourd'hui, il joue avec les pétroliers. Mais fait que ça me vieillit un peu, mettons. Mais c'est ça, ces gars-là, c'est des passionnés, c'est des gars qui sont là. Écoute, Pierre Pelletier, j'ai travaillé avec Pierre, moi, à Sorel, avec la mission. On a eu une super relation encore aujourd'hui. C'est des gars qui mangent du hockey, qui ont passé leur vie là-dedans. Vous n'avez pas idée le nombre d'heures que ces gars-là mettent. On va se dire la vérité, c'est pratiquement bénévole. Là. Les gars font un peu d'argent, mais pas tant. Puis c'est des passionnés. C'est carrément des passionnés. Puis j'en ai connu plein des passionnés au cours de mes années dans la Ligue nord-américaine. Si aujourd'hui, là, dans les réunions des gouverneurs, on va peut-être parler plus de sécurité des joueurs, de stabilité des équipes. Là, on a des équipes qui sont restées pas mal dans les villes. Maintenant, il y a des préoccupations. Les préoccupations à l'époque, là, c'était quoi? Là? Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'équipes qui arrivaient, qui partaient. Les salaires. Est-ce qu'on avait peur que la Ligue ferme? En fait, je pense qu'à l'époque, quand ça a commencé, il y avait 5-6 équipes dans la Ligue senior majeure, 5-6 équipes dans la Ligue semi-professionnelle qui étaient plus dans l'Est du Québec. Puis quand la fusion est arrivée, c'est qu'ils voulaient à ce moment-là créer
disons, créer des bons bassins dans des bons marchés. Puis, la preuve est là, il y a des équipes qui sont, je pense à Thetford Mines. Thetford Mines sont là depuis les tout débuts, là, puis ça a toujours bien fonctionné. Aujourd'hui, c'est l'assurance, mais moi, à mon époque, les Coyotes. Tu sais, M. Gagné, Gaston Gagné, qui était le premier, je pense qu'il était propriétaire, il était gouverneur également. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ce monsieur-là qui est décédé aujourd'hui. M. Gagné a tenu ça à bout de bras au départ. Puis par la suite, le ProLab et tout ça. Tu sais, ça, c'est un marché que peut-être au début, on y croyait plus ou moins. Quand je dis on, c'était l'ensemble des gouverneurs. Puis au contraire, cette équipe-là est arrivée, s'est établie dans son marché. Puis c'est devenu, tu sais, aujourd'hui, c'est un automatisme. Quand tu penses à Thetford Mines, tu penses à son équipe de hockey senior. Puis là, en plus, ils ont gagné plein de championnats. Ben oui. Bobby Barry est là depuis des années. Exact. Tu sais, fait que tu vois que il y a eu une relève. Tu sais, il y a des gens qui sont demeurés là. Sorel est là depuis le début. Il y a eu 1 ou 2 années qu'il n'y en a pas eu. Il y a eu des années beaucoup plus difficiles. Là, il y a eu des bonnes années sous Christian Deschaines et son groupe. Là, ça semble revenir un petit peu. Tu sais, Jonquière aussi. Jonquière est là. Et moi, à l'époque, c'était le paramédic du Saguenay. Là. Ça fait longtemps de ça. C'était Jimmy Burns. Jimmy Burns, qui, je me rappelle, on allait jouer des matchs là, au Palais des Sports. Jimmy Burns se promenait sur la ligne bleue pour faire la loi pendant la séance de réchauffement. Puis, à l'époque, on n'avait pas trop, nous autres, là, dans notre alignement. On montait au Saguenay. Tout ce qu'on voulait, c'était revenir sur nos 2 jambes, tout le monde. Mais c'était ça, c'était à cette époque-là. Mais les défis à cette époque-là, fallait établir des équipes dans des marchés solides pour que ça perdure, pour assurer la pérennité de la Ligue. C'est ce qui a été fait. Tu sais, Michel Godet, je pense au commissaire précédent, là, Michel Godet a fait un job incroyable. Michel Godin également. Gilles Rousseau, des gars qui ont tenu ça au bout de bras. Pierre Bertrand. Et c'est greffé au fil du temps des équipes qui... Là, il y a eu des in and out là, avec des organisations. Le risque qu'on avait un peu à l'époque, c'était peut-être un petit peu le manque de sérieux de certaines organisations. Ça s'est estompé, ça s'est réglé. Et aujourd'hui, je pense qu'au niveau des propriétaires, parce que je suis complètement éloigné de la Ligue, là, mais de ce que je vois et j'entends, que je vois un peu partout, il y a quand même beaucoup de... C'est très sérieux, il y a des bons propriétaires qui sont là. C'est des groupes aussi de propriétaires. Oui, souvent c'est ça, parce que ça coûte de l'argent. Tu sais, je pense à Guillaume, à mon bon ami Guillaume et Maxime Lapierre à Saint-Hyacinthe. Les gars à Québec, je connais Jeff Bernier également. Tu sais, c'est des gars sérieux et tout ça. Fait que eux autres arrivent, puis là, ben, avec 8 équipes, ben, ça vient solidifier un peu. Mais tu sais, les enjeux ont toujours été un peu les mêmes. Là. Tu sais, au début, c'était les salaires. Il n'y a pas personne qui était déclaré là-dedans. Là. C'était de l'argent en cash, puis on va te dire de quoi, là, ça revolait, puis il n'y avait pas trop de contrôle. On va se dire la vérité, là, il n'y a pas le même payroll à Sorel, à Laval, à Verdun. Là. C'était bien différent. Là. Tu sais, c'était vraiment, vraiment différent. Ça a fait mal un peu, puis à un certain moment donné, on a réussi, je pense, tout le monde ensemble à redresser un peu le cadre de tout ça et d'y aller de façon plus intelligente pour tout le monde si on voulait assurer une pérennité. Parce que tu pouvais arriver dans la Ligue, t'achetais un championnat, t'en allais après. Tu sais, je pense pas que personne n'a fait ça, mais c'était facile à faire. On trouvait 2-3 gars, 2-3 millionnaires qui décidaient d'embarquer, on va s'acheter un championnat, puis ça partait. Là. Tu sais, mais ça s'est réglé rapidement. Là, tu as eu les enjeux aussi des joueurs, parce que ça a été une grosse bataille. Là. L'arrivée des joueurs ailleurs qu'au Québec. Les outsiders. Ouais. Là, ça a commencé avec les payrolls différents, ça fait une grosse différence aussi. Exact. Tu sais, Bob Burger a été un personnage marquant dans cette ligue-là. Ça a été un homme qui a été excessivement bon pour le hockey senior au Québec. Et Bob est un des premiers à avoir entré un peu plus de joueurs étrangers. Après ça, les Dragons de Verdun ont suivi, un petit peu Sorel. Ça, c'est venu un peu déséquilibrer la patente. Là, c'était dangereux. Mais en même temps, il faut se rappeler, c'était l'année aussi du lockout dans la Ligue nationale de hockey en 2004-2005. Et là, la fenêtre était grande ouverte pour la Ligue nord-américaine, question de visibilité et tout ça. Et là, se sont greffés des joueurs
importants dans chacune des organisations. Je pense chez nous, entre autres, on a eu Stéphane Richer qui a joué pour l'émission, Sébastien Caron qui était avec les Pingouins, Bobby Dallas qui a été Colin. Marc-André Bergeron, puis Édouard Marc-André Bergeron. Oh, oui, il y en a eu plein là, partout dans la ligue. Et là, c'est là qu'on a comme réalisé qu'il faut faire attention parce qu'à un moment donné, on pourrait l'échapper. Ça aurait pu être dangereux, ça aurait pu être très nocif. Finalement, on a réussi à ramener ça, à tenir les guides un peu plus. Puis, il fallait trouver aussi une façon de balancer les salaires. Ça n'avait pas de bon sens qu'à l'époque, c'était comme ça. Là. Tu sais, à l'époque, un tough, un dur à cuire gagnait beaucoup plus cher qu'un champion scoreur dans la ligue. Là. Mais c'était comme ça. Le marché était comme ça. À un moment donné, il fallait trouver une façon d'équilibrer tout ça. Puis ça s'est fait, je pense. Puis encore aujourd'hui, je pense que c'est fait de la bonne façon. Mais tu sais, les enjeux, c'était sensiblement les mêmes. Là, parce que ça va toujours être ça. Ça va toujours être un défi. Tu sais, il n'y a pas un propriétaire dans cette ligue-là qui est là pour faire de l'argent parce que le 3/4 du temps, ils vont en perdre plus qu'ils vont en faire. Puis s'ils en font, tant mieux. Il y a des bons marchés qui survivent bien, des bons commanditaires et tout ça, mais ça reste que c'est un défi qui va toujours être là année après année. On peut dire là, comme bonne nouvelle là, qu'on a sorti les assistances au début de la saison, puis l'année dernière, puis les séries, c'était les meilleures foules depuis 2006, 2007, 2007-2008 en saison. Donc, on était proche des grosses années là, de l'âge. C'est correct. Si on peut puis il y a eu, tu sais, là, on parle des vieilles années de l'âge d'or, mais il y a eu des bonnes années. Je me rappelle, j'avais fait des couvertures pour RDS à ce moment-là avec, il y a eu 2 ans en ligne, là, Sorel et Rivière-du-Loup en finale. J'avais fait une couverture de la finale. Et là, la mémoire m'échappe un peu, mais David va m'aider. Là, c'est-tu en 2011, 2012, dans ce coin-là, à peu près? Sorel Rivière-du-Loup, c'était 2015-2016. Bon, tu vois, je te mets là un peu. 2015-2016, puis j'avais fait une couverture à l'antichambre à RDS, puis à Rivière-du-Loup et à Sorel-Tressan en finale. Puis c'était plein partout. Là. Il y en avait 3-4 000 à Rivière-du-Loup, puis 2-3 000 à Sorel. Là, c'était plein. Les arénas, tu sais. Fait qu'il y a toujours eu un marché pour ça. Là. Fait que je pense, oui, souvent, on pense à ces années-là. On dit, dans ce temps-là, c'était plein, c'était fou. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était la même chose aussi. Là. Tu sais, je pense juste que on vit avec nos souvenirs selon notre âge et notre époque. Là. Mais à chacun son époque et à chacun ses souvenirs. Puis je pense que le produit est là, puis est là pour demeurer. À mon avis. Une bonne question de Yves Métivier, puis je la gardais en note, mais il demandait est-ce que tu penses peut-être qu'il va y avoir un retour des diffusions de quelques parties à RDS dans un avenir approché? Ben moi, j'aimerais ça, c'est certain. Je m'en suis jamais caché. J'ai travaillé le dossier avant la pandémie, là, ça fait un petit bout de temps. J'avais travaillé très fort avec RDS. 2 choses l'une que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, il y avait eu des matchs à la télé. J'en ai fait, d'ailleurs, j'ai travaillé sur quelques matchs à RDS. Là, je faisais les matchs à Sorel et les matchs à Saint-Jean-sur-Richelieu à l'époque avec mon bon ami Michel Lebel. Écoute, ça s'était mal terminé à cette époque-là, là, entre la Ligue et RDS au niveau du contractuel et tout ça. Okay. Et aussi, il était arrivé 2-3 vendredis en ligne que ça avait commencé avec des bagarres générales. Ça a plus ou moins passé à l'époque. C'est ça. Mais là, on parle quand même d'il y a 20 ans, les gars. C'était en 2004, là, 2005, c'est dans ces années-là. Là, aujourd'hui, la réalité, elle est tout autre. Moi, je pense que oui, ça pourrait être intéressant. Le seul problème... C'est faisable. Je veux dire, les coûts sont énormes. C'est les coûts qui sont chers. Parce que on ne peut pas aller à la télévision avec un match en qualité web. Tu sais, je les regarde souvent, les matchs sur le web. Là, Alain Fortier fait un job fantastique avec son équipe et tout ça. Mais tu ne peux pas aller à la télé avec ça parce que tu as des normes à respecter, tu as une licence avec le CRTC et tout ça. Donc, il faut que tu aies la qualité broadcast et produire un match de hockey à la télé en direct. Je vous le dis, là, ça coûte énormément d'argent. Donc, il y a beaucoup de sous à dégager de tout ça. Tu sais, c'est facile à calculer, là, c'était pas dispendieux. Là. Il y aurait un match de la Ligue junior majeure du Québec à chaque semaine à RDS. Il y aurait des matchs de la Ligue M18-3 chaque semaine. Tu sais,
Moi aussi, j'aimerais ça dans ma ligue, là, présenter un match par semaine à la télé, mais c'est impossible côté financier. Fait que c'est un peu le même défi. Puis je pense qu'aujourd'hui, l'avenue de la web diffusion a changé aussi beaucoup le besoin de l'amateur. L'amateur peut retrouver ses matchs sur le web. Mais moi, personnellement, je serais ouvert à ça. Je ne peux pas parler à la place de mes patrons, mais je sais que c'est probablement même pas une question de désir, mais plus une question d'enjeu monétaire. Pendant qu'on est dans le sujet, j'avais une question que je voulais te poser en tant que producteur puis homme de médias. J'aimerais savoir un peu ton opinion de niveau marketing. Je pense que la Ligue a fait beaucoup de progrès dans les dernières années pour se présenter comme une ligue de notre époque, dans le sens plus sérieux, puis vraiment mettre le focus sur l'aspect hockey, puis de mettre nos joueurs de l'avant. Selon toi, qui regarde ça quand même pas aussi proche qu'avant, mais qu'est-ce que tu penses qui serait le point le plus important pour la Ligue à focusser dessus niveau marketing, selon toi, pour aller chercher encore plus de crédibilité qu'elle a déjà réussi quand même à améliorer dans les dernières années? C'est sûr que ce qui passait pas, puis qui passe pas encore aujourd'hui, encore moins aujourd'hui, mais à l'époque, ce qui passait pas dans les grands médias, on était toujours affublé de la même critique. C'est une ligue de tough, c'est une ligue de goon. Puis malheureusement, quand certains médias nationaux ont décidé de faire des couvertures, il est arrivé des événements. Moi, le premier, là, j'en ai fait des couvertures, puis j'ai poussé, là, j'en ai fait là, à l'antichambre, à Sport 30, à Hockey 360. Et malheureusement, une fois sur deux, quand j'arrivais dans un match ou pour en parler, il arrivait une bagarre générale, il arrivait des niaiseries, des joueurs des estrades et tout ça, à l'époque. Ça ennuie énormément. Et malheureusement, je pense que cette image-là est restée collée dans l'imaginaire. Ouais. Puis encore aujourd'hui, là, je te le dis encore aujourd'hui, parce que des fois, je fais partie de plein de discussions, puis j'entends parler des fois négativement encore de la Ligue nord-américaine. Moi, je corrige le tir, je le dis non, c'est plus ça. Ça a vraiment changé, mais c'est resté dans l'imaginaire. Fait que ça ennuie énormément. Moi, je pense que le travail qui doit être fait, mais je pense que c'est bien amorcé avec la Ligue, c'est de complètement revamper l'image, de mettre à l'avant les jeunes joueurs qui arrivent des circuits professionnels d'un peu partout. Beaucoup de joueurs étudiants aussi. Les joueurs étudiants, de mettre un peu également les gars marquants, les gars qui ont eu des belles carrières également. Il y a des gros noms là, qui ont passé dans la Ligue. Il y a une job à faire de ce côté-là. De continuer à s'acharner, c'est-à-dire à essayer d'avoir plus de couverture dans les grands médias. Mais tu sais, le problème aujourd'hui aussi avec les médias traditionnels, puis on le vit, là, moi je suis dedans à chaque jour, c'est que tu sais, les salles de nouvelles, puis les beat reporters, puis tout ça, ça a diminué pas de 20%, pas de 30%, de 60%. Il n'y en a pratiquement plus parce qu'aujourd'hui, on a la nouvelle instantanée. Il arrive quelque chose, tout le monde a accès rapidement. Donc, il y a moins de monde disponible également pour faire des couvertures comme ça. Donc, moi, je pense que c'est à la Ligue de tenter des approches, que ce soit avec RDS, avec les journaux, peu importe, la radio, de mettre de l'avant les belles histoires, ce que vous faites de bien, ce que la Ligue fait de bien, tu sais, tantôt, là, je voyais là, dans votre ouverture, vous parliez d'Alexandre Goulet, que je connais, qui est un ancien joueur de la Ligue Midget 3A. Là. Tu sais, Alexandre a gagné la Coupe RDS à l'époque, il jouait dans la Ligue Midget 3. J'avais joué une ronde de golf avec lui. Tu sais, puis là, il est à Thetford Mines, c'est un bon joueur, il s'implique avec les jeunes dans la communauté. Tu sais, j'étais à côté, je vous regardais, puis j'ai dit, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Tu sais, aujourd'hui, la société a complètement évolué, puis on est ailleurs. Fait que, tu sais, les bagarres, les coups salauds, de toute façon, les bagarres générales, je ne pense plus qu'il y en ait vraiment non plus là, dans la ligne nord-américaine. Là, tu sais, ça n'existe pratiquement plus. Hey, à mon époque, il y en avait une par fin de semaine, des fois deux. Là, tu sais. Aujourd'hui, on est ailleurs. C'est correct.
Je n'ai déjà vu 2 dans le même match. Ben, moi aussi, là, je n'ai déjà vécu une. Moi, trois dans le même game à Laval. Je m'en rappelle très bien. Là. Quand on a repris le match en 3e période, il restait 6 joueurs sur le banc. Là, quand tu penses à ça, ça n'a pas de bon sens, mais c'était ça à l'époque. Aujourd'hui, on a évalué comme société, puis le hockey a su s'adapter. Puis je sais qu'il reste des irrésistibles, des vieux de la vieille. Puis je ne suis pas un apôtre de la non-violence et tout ça. À l'époque, c'était acceptable. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Puis, vous avez su, quand je dis vous, là, la Ligue, vous ajuster en conséquence. Mais c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Des choses comme Alexandre Goulet, des choses que les équipes font également comme implication dans leur communauté. Puis, la nouvelle génération, le jeune public qui arrive, je vais penser à mes enfants. Moi, les gens le savent, là, je demeure encore à Sorel-Tracy. Puis, aujourd'hui, mes gars, ils ont 20 ans, mais à l'époque, Nicolas puis Nathan, là, mes 2 plus vieux, Sam, il y a même moins ça, mais les 2 plus vieux, eux autres, ils allaient au match des Éperviers, ils trippaient leur vie, ils avaient du fun. Là. Les gars contaient des histoires à l'époque, là, puis ils n'ont pas vu ça, eux autres, mais eux autres, ils ont toujours aimé ça. Puis encore aujourd'hui, ils vont au match de temps en temps, ils suivent ce qui se passe, mais c'est leur époque, c'est ça. Fait que c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Il faut se défaire de la vieille image qui était collé sur la Ligue pendant des années. On parlait tantôt des enjeux là, pour peut-être les gouverneurs à l'époque. Pour les directeurs généraux, maintenant, le recrutement se fait avec les élites prospects de ce monde. On peut regarder, visionner des parties là, un peu partout dans le monde maintenant, là, avec Internet, la web diffusion des matchs, tout ça, pour le recrutement. À l'époque, comment se faisait le recrutement? Là? À Sorel, y avait-tu des bons bords? Eh boy! Écoute, je vais parler pour nous autres. Là. Ailleurs, je sais que ça se ressemblait pas mal, là, mais à l'époque, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Donc, tu ne pouvais pas aller chercher une vidéo d'un gars, hey, j'ai vu un gars dans telle ligue, tu tapes son nom, puis là, il y a 23 vidéos qui apparaissent. Ça, c'était pas comme ça, vraiment pas. Il fallait se déplacer. Donc, nous, on avait 2 agents de joueurs qui travaillaient pour nous et probablement pour d'autres équipes également, qui les gars travaillaient à commission. Dans le fond, c'est que des fois, ils proposaient des joueurs, on les invitait, puis si le gars signait un contrat, ben, on donnait un montant à l'agent ou au dépisteur. Moi, j'avais quelques dépisteurs dans la Ligue junior majeure du Québec que je connaissais bien, qui travaillaient avec nous un peu. Ça venait aussi beaucoup des joueurs. C'était les joueurs qui amenaient leur chum, mais c'est encore comme ça aujourd'hui. Un joueur va arriver, il va être établi d'une équipe, va dire « Hey, moi, j'ai un de mes bons chums, il sort de Concordia, bon joueur de hockey, allez le chercher, je vais le convaincre, je vais l'amener. » C'était ça aussi à l'époque. Beaucoup de gars comme ça. Par contre, à l'époque, on avait 2 trios de joueurs de hockey, puis 2 trios de durs à cuire, puis des durs à cuire, ben, t'allais chercher où? T'allais chercher dans les bars. Il y a un gars qui disait, hey, moi, j'ai un de mes chums, il travaille dans tel bar, va le voir, il joue au hockey dans une ligue de garage, il est tough. Puis t'allais le voir, puis t'es capable de patiner, puis tu l'invitais, hey, moi, j'ai fait ça, l'inviter des gars aux pratiques, voir s'il est capable de se tenir debout sur ses patins et tout ça. Ben, c'était ça, tu sais, c'était ça. Après, quand les budgets ont augmenté un peu et que là, les équipes ont commencé à regarder les joueurs ailleurs qu'au Québec, ben là, il fallait se déplacer. Puis moi, à mon époque, j'allais régulièrement, la Ligue n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était la UHL, la United Hockey League. Il y avait des équipes à Elmira, il y avait Syracuse, Adirondack. Danbury. Exact. Tu sais, les équipes, donc on allait voir des matchs dans cette ligue-là qui étaient beaucoup moins tough que chez nous. Par contre, qui était supérieur au niveau hockey. Mais on a trouvé des petites perles là-dedans. Là. Il y a des gars qu'on a réussi à convaincre. John Morasti arrive de cette ligue-là. Là. John, il jouait là-bas, on est allé le voir jouer, puis c'est un peu comme ça, c'est arrivé. Je vais vous en nommer un autre, Hugo Bélanger, qui est venu finir sa carrière ici avec Sorel. Mais Hugo, moi, j'avais été le rencontrer, il jouait à l'époque, il demeurait à Saratoga Springs, dans l'État de New York. Il jouait pour l'équipe d'Adirondack, le Thunder d'Adirondack. J'avais été le voir, on avait négocié à ce moment-là et tout ça, puis on l'avait amené la saison suivante. C'est un Québécois, là, mais quand même, il était établi aux États-Unis depuis longtemps. Puis souvent, c'est comme ça que tu allais chercher un joueur ou deux. Tu sais, moi, je me rappelle, ça m'est arrivé souvent de me retrouver dans les estrades à Adirondack ou à Syracuse avec Ronnie Gascon, qui était le directeur gérant des Dragons de Verdun. Puis on était probablement là pour le même joueur. Là, tu sais, c'est arrivé. Là,
Mais c'était ça, tu sais, à l'époque, on partait une fin de semaine, moi, j'allais pas voir un match de mon équipe, puis j'allais essayer de trouver des gars, tu sais. J'étais allé avec Gaston Terrien faire du recrutement, j'étais allé avec Michel Croteau, on est allé avec Pierre Parent, Pierre qui est encore avec les Éperviers, mais j'étais allé avec Pierre aussi à l'époque. Pierre était directeur gérant dans la LHJMQ, tu sais. Mais c'était comme ça. Tu sais, quand Christian Deschaines était... Tu sais, Christian Deschaines, aujourd'hui, là, il est très établi, très connu, tout ça, mais à l'époque, Christian évoluait en Europe. Tu sais, il avait joué avec les Foreurs de Val-d'Or. Il était parti jouer en France. Moi, je le connaissais, je connaissais la famille parce que Christian avait joué pour les Riverains à l'époque. Donc, moi, je l'avais approché comme ça. Puis je me rappelle comment, s'il était là, Christian s'en rappellerait aussi. J'avais dit, écoute, tu descends dans le temps des fêtes, je te signe, viens jouer 2-3 matchs. Je veux juste voir si tu aimes ça. L'année prochaine, on pourra se parler dans l'été, puis je vais essayer de te garder, te convaincre. Il était venu jouer 2 matchs. Puis il n'avait même pas joué à Sorel, c'était des matchs sur la route. Je pense qu'il y avait 8 points en 2 matchs. Là, j'y avais dit, écoute, si ça te tente, il faut qu'on se parle. Puis dans l'été suivant, il avait pris la décision de ne plus retourner en France. J'ai signé Christian. Il a commencé à jouer avec nous, avec les Royaux. Puis après ça, Christian a amené d'autres joueurs. Tu sais, Daniel Archambault, qui est entraîneur adjoint, c'est un défenseur à l'époque. Il avait joué avec Christian. Mathieu Chiasson, tu sais, il y en a d'autres. Fait que c'est comme ça que ça marche. Tu sais, c'est comme ça que ça se passe dans toutes les équipes là, dans la Ligue. Là. Fait que le recrutement à l'époque était comme ça, mais aujourd'hui, c'est encore un peu comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce que tu as des vidéos, tu as des contacts, tu peux tout voir. Tu sais, moi, à l'époque, j'avais eu des vidéos. Ça aurait été beaucoup plus facile pour attirer des joueurs parce que là, il y avait aussi l'aspect dépenses. Il n'y a pas une organisation qui avait le même budget consacré au dépistage, puis nous autres, ils n'étaient pas très hauts, je vous le confirme, là, à l'époque. Là. Fait que, tu sais, il fallait que je choisisse 1 ou 2 moments pour y aller, puis il fallait que je sois chanceux, puis je sois capable d'en convaincre 1 ou 2, puis souvent, c'est qu'on y allait, puis c'était plus en prévision de l'année suivante, d'aller chercher des gars, puis de les convaincre durant l'été, après ça, pour les amener. Mais on a réussi quand même à en amener quelques-uns au fil du temps, puis il y a des équipes qui ont réussi à le faire, probablement qui avaient des budgets plus gros. On parlait du Lucien Paquette tantôt. Lucien a fait ça longtemps, là, se promener et aller chez des gars partout. Puis il y a eu beaucoup de succès avec ses équipes aussi. Ben, tantôt, tu as dit son nom pendant le lockout. Tu as réussi quand même à convaincre Stéphane Richer de jouer 8 matchs. Ouais. Et puis, je me souviens à l'époque, il y avait eu un match, le retour de Stéphane Richer au Centre Bell. Ouais. Puis j'avais été voir en plus ce match-là, parenthèse. Mais comment qu'on réussit à convaincre Stéphane Richer de venir jouer à Centre Bell? Tu sais, à l'époque, Stéphane Richer, ça faisait pas 20 ans qu'il avait pris sa retraite. Là. Il était encore très actif avec les anciens. Et dans ce dossier-là, celui qui nous avait aidé énormément, c'était M. Jacques Boulay. Jacques Boulay était le concessionnaire du restaurant au Colisée Cardin. Puis Jacques, c'est un bon ami à moi. Jacques, très proche de Guy Lafleur, un ami très, très proche de Guy. Puis à un moment donné, on est dans un événement, puis je suis là avec Jacques, puis Stéphane Richer est là. Puis là, les discussions partent comme ça pour le fun. Puis là, il y a eu un long travail de tous les membres de l'organisation du Mission à l'époque. Il y avait un peu d'argent aussi, on va se dire la vérité. Puis on réussit à convaincre Stéphane, mais tu sais, avec le recul, oui, c'était le fun pour l'impact que ça a eu. Je ne suis pas sûr que ça y tentait tant que ça là, à Stéphane parce qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs, mais ça n'a peut-être pas été l'idée du siècle dans le sens qu'on a créé des attentes avec un joueur qui était là vraiment à temps partiel. Mais quand il était là, ça paraissait, ça changeait l'image du club. Mais quand on est arrivé en série, tout ça, il n'était pas là. Donc, tu sais, ça, je pense que ça a nuit un petit peu. Par contre, tu parles du match au Centre Bell. Écoute, je m'en rappelle. Il faut le faire là, quand même. Cette fin de semaine-là, ça, c'est assurément à ce jour. Contre les Dragons. Ouais, mais écoute ça, Sébastien. Ce week-end-là, c'était incroyable. Je me rappelle très bien. La famille Rémillard est propriétaire du Mission de Sorel-Tracy. C'est leur première année. Moi, je suis gouverneur de l'équipe. Je fais les matchs à la radio à l'époque. Et en début d'année, on parle de la possibilité de jouer un match au Centre Bell. Ça pourrait être le fun et tout ça. Et là, je me rappelle d'être assis dans le bureau avec Julien, Maxime Rémillard, toute l'organisation, là, Anthony Aquino, Pierre Petit était là aussi, tous les gars qui étaient là. Monsieur Rémillard, le père, était là également, Lucien. Puis les gars avaient dit hey, ça serait le fun qu'on se paye un trip, un week-end NHL. C'est le lockout, les buildings sont disponibles, il faut organiser les horaires.
On a fait changer un match à Sherbrooke pour que tout fonctionne. Et si ma mémoire est bonne, c'était au début du mois de janvier. On avait loué le Centre Bell conjointement, les deux organisations, Sorel et Verdun. On a joué écoutez ça, là, on a joué le vendredi soir au centre, c'était le centre Molson à l'époque, devant 10 000 ou 11 000 spectateurs. Là. Même peut-être un peu plus là, de mémoire. Là. En tout cas, on était plus de 10 000, ça c'est sûr. Sorel-Verdun, retour de Stéphane Richer, ça avait fait des nouvelles partout. Un excellent match de hockey, je m'en souviens. Le lendemain, là, nous, on a quitté le Centre Bell en autobus, avec l'autobus à l'intérieur du Centre Bell. Les joueurs embarquent, comme dans la Ligue nationale. Les gars embarquent dans le boss, on s'en va à Québec, au Colisée Pepsi. Le lendemain, on jouait contre le Radio X au Colisée Pepsi, 14 000 spectateurs. Et le dimanche, on finit ça à Sherbrooke, au Palais des Sports, qui à l'époque était le plus gros amphithéâtre de la Ligue, contre le Saint-François de Sherbrooke le dimanche après-midi à 4 heures. 3 matchs en 3 jours, week-end NHL. On avait parti ça le vendredi, l'hôtel. On avait même organisé un morning skate le samedi matin à Québec. Si Pierre écoute, il va s'en rappeler, là, Pierre Pelletier. Écoute, c'était fou. Là. Ça avait été. Je pense qu'on avait gagné le match au Centre Bell, qu'on avait perdu à Québec, qu'on avait mangé une méchante volée le dimanche à Sherbrooke. Parce que les gars, ils avaient passé la fin de semaine à ne pas se coucher tôt nécessairement. Et samedi soir à Québec. Et vendredi soir, puis samedi soir à Québec, moi te dire, là, c'est. Mais le dimanche, on s'en foutait un peu là, à l'époque, là, parce qu'on voulait vraiment offrir. Mais écoutez, dans le même week-end, on avait attiré l'émission de Sorel Tracy avec les autres équipes, mais l'émission avait joué ces 3 matchs-là. On avait attiré plus de 3 000 à Sherbrooke, 14 000 à Québec. Il me semble que c'était 12 000 à Montréal, là, si ma mémoire est bonne. Fait que, tu sais, c'est pas loin de 30 000 spectateurs. Quand tu penses à ça en un week-end, là, ça fait 20 ans de ça. Mais ça, assurément, à ce jour, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai de cette époque-là, d'avoir vécu ça. Puis on était traités de façon incroyable par la famille Rémillard. On ne mangeait pas des sandwichs dans l'autobus. C'était vraiment... Du caviar? Non, t'as pas du caviar, là, mais on était ailleurs. C'était vraiment... Nous, on avait connu les années de misère à la fin des royaux. Là, c'était vraiment tough. Là. Puis là, on tombe... moi, les premières semaines, j'étais un peu déstabilisé. Là. C'était vraiment... Ben, tu l'avais vu, là, la photo de jacket de cuir. J'avais jamais eu ça avant. Mais c'est ça. Puis encore aujourd'hui, j'ai une photo. Cette valeur, je ne l'ai pas avec moi proche, elle est au sol, mais j'ai une photo d'équipe du Mission à Sorel Tracy. Puis c'était Bernard Brault, le photographe, célèbre photographe de la presse, qui avait été engagé pour faire la photo d'équipe. Ça vous donne une idée. Mais c'était ça. Fait que ça fait partie. C'est des souvenirs incroyables quand tu penses à ça. J'ai souvent entendu des commentaires négatifs à propos de ces gens-là, de ces années-là, puis ça me fâchait parce que c'est des gens qui ont mis tellement d'argent et de passion là-dedans, et les joueurs en ont profité aussi à cette époque-là. Les joueurs étaient vraiment bien traités également. Moi, je me fais dire encore des fois par Jean Doyon, notamment, là, qui était relationniste à l'époque. Ouais. À l'époque des Rémillards, puis là, si je fais les matchs sur TV LNH, moi, j'ai pas ça, là, mais sur la galerie de presse, à l'époque, il y avait les crevettes. Il y avait Ah non, mais ça, c'est vrai, ça. Hey, Dave, écoute ça, là. Je faisais les matchs à la radio, là, je m'en rappelle, là. Tous les matchs au Colisée Cardin, là, cette année-là, là, sur la galerie de presse, là, c'était pas un buffet, là. C'était un buffet, là. Écoute, t'as raison, les crevettes, les bouchées, les bâtonnets de fromage, les ailes de poulet, les hot dogs, la pizza, à chaque match. C'était fou, là. Tu sais, aujourd'hui, il y a une boîte de bang, ben café, puis tu t'arranges avec ça, là. Puis c'est ça dans la majorité des arénas, tu sais. Mais c'était ça. C'était démesuré. Mais c'était une année, pour tout le monde, cette année-là, vraiment qui est resté gravé. Puis je suis sûr qu'ailleurs, ils ont vécu des moments comme ça aussi. Ben, vous me parlez de mon époque à moi, c'était ça. Pour vrai, malheureusement, on avait perdu cette année-là c'est encore là, c'était exceptionnel. Tout le monde s'attendait à une finale sur le Québec. Là. Tout était destiné pour ça. Et le Saint-François de Sherbrooke, il y avait eu une histoire là, aussi dans cette saison-là. Pierre Pelletier avait échangé Christian Deschaines, l'enfant chéri de Sorel, à Sherbrooke, contre Simon Poirier, qui était une excellente transaction hockey, là, d'ailleurs. Et ça a créé un peu d'émotion.
Et dans la série demi-finale, c'était plein au bouchon dans les deux arénas. Ça a fini au 7e match en prolongation à Sherbrooke. Je me rappelle d'avoir fini le match en T-shirt. Il faisait à peu près 30 degrés dans le building. Mario Pelletier, qui était à mes côtés, la description, était en camisole blanche et n'en pouvait plus de la chaleur. C'était fou, là. C'était fou. Je me rappelle, entre les périodes, on sortait dehors pour s'aérer. Prendre l'air. Alors, c'était incroyable. C'était plein, plein, plein. Puis ça avait fini ce soir-là. Malheureusement, ça s'est fini comme ça, mais c'est ça le hockey, ça joue sur la glace. T'sais. Mais ça, c'était une série marquante là, pour vrai. T'sais, encore aujourd'hui, je m'en fais parler. Là. Mon bon ami Gilles Péloquin, à chaque fois que je vais à Sherbrooke, il m'en parle là, de cette série-là, puis il se fait trop un plaisir de me rappeler qu'ils nous ont battus en prolongation au 7e match, mais c'est ça. Il a fait son retour avec le bataillon. Là, oui, j'ai vu ça. Ben, Pello, il va avoir 108 ans puis il va encore faire la description. Tu sais, quand on parle de passionné, c'en est un vrai, ça. Je le salue. Tu parlais de tes souvenirs marquants. C'est quoi ton souvenir marquant, si tu avais à en dire un là, de ces années-là? Là? Ben là, je viens de vous en donner un bon quand même, là, ça, mais je suis obligé de vous dire que je vais vous le faire en 2 temps, OK? Puis, parce qu'on a eu des années extrêmement difficiles à un certain moment donné. On avait de la difficulté à aller chercher un joueur capable de jeter les gants et capable de jouer au hockey. Puis, ça s'emmenait la norme dans cette ligue-là. Puis, c'était extrêmement difficile pour nous à Sorel d'attirer un joueur comme ça à cette époque-là. Je pense sincèrement que cette concession-là a gagné ses galons le jour où on a réussi à convaincre Louis-Philippe Charbonneau de signer avec les Royaux de Sorel. J'étais avec Michel Péloquin. On a travaillé ce dossier-là pendant des mois. LP sortait du hockey professionnel, il était dans la East Coast League du côté américain. Il avait 23-24 ans. Il était à son top. C'est un joueur de hockey. Les plus jeunes, là, vous ne l'avez pas connu, mais c'était un gars intense, capable de marquer des buts. Tu sais, un gars de 2e ligne, mais tough au bout du point, qui avait peur de personne, qui rapidement est devenu une légende dans la Ligue. Quand on a signé ce gars-là, c'est là que la concession de Sorel a viré. Parce que là, on s'est mis capable après ça d'attirer des Dan Tice, d'attirer des Jimmy Linos, d'attirer des gars comme ça, des Patrick Labrec devant le filet. Et là, on dirait qu'on a gagné notre crédibilité avec cette signature-là. Puis encore aujourd'hui, pour moi, c'est difficile d'en parler parce que je me suis lié d'amitié profonde avec LP. Puis le hockey étant le hockey, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Puis il est arrivé un conflit entre la direction et le joueur. Et j'avais été obligé d'échanger Louis-Philippe. C'était un peu contre mon gré, mais c'était comme ça à l'époque. J'avais une décision à prendre. C'était lui ou moi. C'était pas compliqué. Là, ça ne fonctionnait plus. Puis je l'avais échangé. Puis on avait fait les choses comme il faut. Puis on était des années sans se parler. On reste à 2 kilomètres de distance un de l'autre. C'était... ouais, ça a peut-être été... Tu sais, en même temps, ça fait drôle, hein? C'est un de mes meilleurs souvenirs parce que je pense que c'est là que la concession a gagné ses galons quand lui est arrivé. Mais en même temps, tu sais, j'ai vécu des moments plus difficiles par la suite. Quand j'allais... Aujourd'hui, je vous rassure, c'est revenu... Ça a été long, ça a pris un bon 10 ans, là, mais aujourd'hui, on se parle puis tout est correct. Puis on se salue puis on se parle régulièrement. Mais je pense que ça, c'est un moment marquant. L'autre, c'est quand John Mirasty est arrivé avec l'émission à l'époque. Je pense que ça, c'est la 2e vague de crédibilité qui est arrivée au niveau... c'est drôle parce que là, des gens vont dire « Ouais, mais là, tu parles de 2 toughs. » Mais tu sais, LP, c'était plus un joueur de hockey qu'un tough. Ouais, John était capable de jouer au hockey aussi quand même. Là. Mais c'est 2 gars qui sont venus comme solidifier cette organisation-là. Et là, par la suite, ben, les autres sont arrivés. Fait que ça, je pense, c'est 2 moments forts. Je vous ai parlé du week-end, LNH qu'on a vécu. Ça, je pense, c'est assurément un grand moment aussi. En même temps, c'est un rendez-vous manqué parce qu'on était convaincus d'être en finale avec Québec. Mais tu sais, il y en a eu des séries, il y en a eu des matchs mémorables, il y en a eu des histoires. Là, je pourrais vous en raconter, on pourrait jaser toute la nuit ensemble. Tu sais, on parlait de Thetford, mais on vous en raconter une. Tu sais, à l'époque, quand on dit le folklore, comment ça a changé,
Là, on est vraiment 1996, 97 dans ces années-là. Et le premier match, un premier ou deuxième match à Thetford Mines, ça vient de commencer la concession là-bas, c'est les Coyotes. Et le coach de Sorel à l'époque, puis c'était les dinosaures de Sorel à l'époque, c'est Michel Croteau qui vient de prendre sa retraite, qui dirige, puis son adjoint n'est pas là pour ce match-là, parce que, tu sais, à l'époque, les adjoints gagnaient 40-50$, puis il y avait des jobs dans la vie, là, tu sais, des fois, ça arrivait qu'il ne pouvait pas être là. Puis là, Mario, il arrive à une bagarre et tout ça, puis pas Mario, mais Michel se fait expulser du match. Imagine, l'officiel expulse le coach, il n'y a plus de coach. Moi, je suis le directeur gérant, je suis dans les estrades, je descends en arrière du banc. Fait que dirige le match. Puis là, ça brasse pas mal. Puis Thetford avait quand même quelques durs à cuire. Je me souviens de Jesse Grenier, je pense qu'il s'appelait Mr. Big à l'époque. Écoute, c'était une légende, ce gars-là. Il embarquait sur la glace, puis les baies vitrées shakeaient là, à Thetford. Et là, il est arrivé une bagarre générale, puis ça a brassé pas mal. Puis là, pendant la bagarre générale, le coach de Thetford, c'est vraiment un bon, c'était Alain Bisson, qui était l'entraîneur à Thetford à l'époque. Alain est debout sur la bande. Puis je me demande s'il n'y avait pas Alain Rajotte aussi qui était là avec lui. En tout cas, peu importe. Puis là, moi, je monte sur le banc. Puis là, on fait un show. Tu sais, c'était ça dans le temps. Le folklore, t'as debout de ses bancs, puis il coach en gueule, puis je vais te pogner, puis tu vas me pogner, puis tout ça. Mais c'était ça, là, à l'époque. Mais tu sais, c'était un show, là. Fait que là, tout ça finit au bout de 10, 15, 20 minutes. Puis là, les officiels envoient des équipes au vestiaire. Puis tu sais, à Thetford Mines, je pense que c'est encore comme ça aujourd'hui. Quand t'es club visiteur, vous traversez la glace, tu en allez de l'autre côté. Les vestiaires sont du même côté en bas. Et là, comme je traverse la glace avec les préposés à l'équipement, moi, je vois que le coach, il me semble que c'est Alain Bisson qui est là dans la pente. Il n'y a plus de veston sur le dos, puis il y avait un gars qui m'attend. Tu sais. Fait que là, moi, je me dis, coudonc, il est-tu vraiment fâché? Là, tu sais? Moi, il fait un show pour le fun, là, tu sais, pour donner un show aux spectateurs et tout ça. Puis là, je vois qu'il me regarde, puis là, je m'avance, puis là, écoute, j'enlève ma montre, je mets ma montre dans ma poche, j'ai dit, le coudonc, lui, as-tu envie de se battre? Là? On va y aller, tu sais. Et... Fait que là, je m'installe, j'arrive, puis c'était vraiment placé en bas pour pas que les spectateurs le voient, là, personne ne le voit. Et là, j'arrive dans la descente sans trop savoir ce qui m'attend, puis il s'avance, puis là, il me donne la main, puis high five, hey, le show, t'es écœurant, le monde va être content, c'est bon, on va vendre des billets, tout ça. Fait que finalement, on a pris une bière ensemble. C'était ça. Fait que, tu sais, puis je me rappelle de Gaston Gagné ce soir-là, je me rappelle très bien, après le match, parce qu'il y a eu un match de hockey aussi, quand le match est terminé, je me rappelle que Gaston était venu me voir, m'avait dit « Hey, je t'ai envoyé 2 caisses à bière dans l'autobus pour la route, là, pour les joueurs et tout ça, tu sais, parce qu'à l'époque, c'était commun un peu, là, tu sais, des équipes, on traînait pas les caisses de bière pour les joueurs, tu sais, c'est des équipes locales, mais on avait comme exemple 2, mais là, de m'en avoir envoyé 2 de plus. Ça voulait dire merci beaucoup, vous nous avez donné un bon show, puis c'est bon pour notre vente de billets. Fait que, tu sais, c'est des histoires. J'ai dit Jesse Grenier, mais c'est Richard Grenier. Je viens de voir là, les messages. Là. Ouais. Mais c'est ça. Écoute, c'est des souvenirs comme ça, je pourrais vous en raconter un paquet. Mais c'était ça. À l'époque, c'était comme ça. Puis c'était le fun. Sinon, parlant de souvenirs, j'avais une question par rapport à ça. Selon toi, j'aimerais savoir ton opinion de tes années là-bas, des joueurs qui ont passé. C'est quel le joueur, selon toi, qui était le meilleur joueur à avoir joué dans la Ligue? Eh boy, ça, là, c'est vraiment pas facile. Il y en a eu des bons, là. Oh, c'est bon. Là, tu parles vraiment au début des années 90, 2000, là. Ouais, ben, je parle jusqu'aux missions, mettons, jusqu'à le temps que tu étais là. Dans la Ligue, écoute, il y en a eu... Ben, tu sais, je suis obligé... Moi, je pense que... Assurément, en tout cas, il fait partie du top 3, mais je pense que ça a été Denis Paul. Denis Paul, je sais qu'il a été invité à votre émission. Ouais, l'année passée. Oui, j'avais vu un extrait. Mais il a été honoré par les Cataractes aussi, là, dernièrement, par la ville de Louisville. Je pense qu'ils ont nommé leur aréna, l'aréna de Denis Paul aussi, là, dernièrement. Oui, puis tu sais, il y a eu... écoute, il y en a d'autres, là. J'en ai plein d'autres, là. Denis Chalifou à Laval, là, c'était pas piqué des verres. À Sorel, on en a eu un Christy de Bon aussi, là, Christian Sbroca. Tu sais, il y en a plein, là. C'est dur d'en nommer un pour vrai. Mais je vais vous en nommer un, par exemple, que je pense qu'il y a encore le record à ce jour. Puis ce gars-là, s'il était resté au Québec... probablement aujourd'hui aura encore, je pense, des records.
Parce que lui, les buts, il en a marqué à pelleter avec l'émission West Goldie. Souvenez-vous de ça? Ouais. Ça, c'était l'année des Rémillard. Je pense qu'il y a 70 buts cette année-là. 50 Il a juste joué 2 saisons. Hein? Oui, c'est ça. Il est parti après, il est retourné. Je pense qu'il est tourné. Lui, c'est un gars qui venait, si ma mémoire est bonne, il venait d'Alaska, où il a joué en Alaska. Il a joué pour Anchorage et Aces. Anchorage Aces, vous irez faire vos recherches. Mais il était reparti, puis on l'appelait la comète blonde. Hey, lui, c'était tout un joueur de hockey là, aussi. Là. Mais il y en a eu tellement. Tu sais, Michel Mongeau, il a une carrière nationale qui a joué dans la Ligue aussi. Hey, là, je ne veux pas oublier des noms. Je vais aller checker juste pour vérifier, parce que je n'étais pas mal certain, mais juste être sûr. Wes Goldie a le record pour le plus de buts marqués dans la Ligue de la Côte-Est en carrière. Tu vois? Ben, à Sorel, c'était une machine à... Je vais paraphraser Bob Bissonnette, une machine à scorer. C'était carrément ça. Mais tu sais, j'ai d'autres. David Saint-Pierre, je vais vous parler de David Saint-Pierre, les gars, là, tu sais, qui est incroyable aussi. Là, tant à Verdun qu'à Sorel, là, il est venu finir sa carrière chez nous. Il est retiré à Sorel. Ben, écoute, tu sais, il y en a eu plein. Marco Charpentier a été marquant aussi. Tu sais, honnêtement, puis il y a eu des bons défenseurs, des bons gardiens également. Tu sais, Denis Desbiens a été marquant dans cette ligue-là, là, devant le filet. Il y en a eu, tu sais, comme je vous disais tantôt, il y avait 14-15 équipes à l'époque. Fait qu'il y en a eu des bons joueurs. Martin Duval, écoute, champion. Hey, à Granby, il y avait le trio Duval, Durocher, puis il me manque l'autre nom. Christian Desrochers, Martin Duval, puis un autre. Écoute, ils embarquaient sur la glace, eux autres, là, ça revolait à gauche pas à droite. C'était incroyable, ces gars-là, là, des machines. Tu sais, à Verdun, ils ont eu des équipes. Là, c'est fou, les joueurs de hockey qu'il y avait là-dedans. Tu sais, c'était... Non, il y a vraiment eu d'excellents joueurs de hockey qui ont passé dans la Ligue un peu partout. Mais d'en nommer un, c'est difficile. C'est sûr, je vais aller pour les plus vieux vers Denis Paul, parce que Denis Paul était vraiment dans une classe à part à cette époque. À cette époque, Denis c'est drôle parce qu'on ne se connaît pas personnellement du tout, Denis et moi. On s'est côtoyés comme adversaires, mais Denis a été, je pense, à cette époque-là, le plus grand. Je sais pas, Dave, je vois le temps qui avance, là. À un moment donné, il va falloir te laisser aller, Yannick. Je sais pas si tu as d'autres questions. Oui, tu m'as dit, on va faire un petit 15-20 minutes ensemble, fin d'une heure, là. Mais les gens aiment ça, là. Ouais, ben ça, il y a 72 personnes là, qui regardent en live en ce moment. Ouais. Hey, il y a quelqu'un qui me corrige, qui dit que Benoît Deschamps joue 11 matchs pour les Royaux de Sorel. Je pense que c'est vrai. Tu vois, hein, j'ai complètement oublié ça. C'est vrai, mais 11 matchs, pas beaucoup. Là. D'après moi, il était venu finir la saison. Ouais. Je suis en train, j'aime ça, regarder un petit peu. Hey, c'est drôle, en fin de semaine, je suis allé chez des amis dans un chalet dans le coin de Pont-Rouge. Ça faisait des années que je n'étais pas allé là. Puis, j'ai passé devant le centre récréatif Joey Junot à Pont-Rouge. Ça m'a rappelé des souvenirs, là. Je me rappelle, là, on allait jouer là-bas le vendredi soir contre le Grand Port-Neuf de Pont-Rouge. Les matchs étaient à 20h45 parce qu'il faut donner le temps aux gars qui finissaient de travailler à Montréal, d'arriver à temps à l'aréna. C'était ça, là. Puis là, tu arrivais là, puis tu savais que tu avais Mike Brault d'en face, là. Tu passais une veillée, là, m'a dit de quoi, il y a des soirs, tu sortais de là. Oh my God! On l'a reçu, Mike Brault. Ah, écoute, c'est une légende, ça aussi, là. Mais c'était ça, tu sais. Puis je me rappelle à l'aréna, de rentrer à l'aréna à Pont-Rouge, puis de me dire comment on va faire pour sortir d'ici, nous autres. Là. C'était plein, là. C'était plein. Puis là, il y avait une cage une espèce de cage à poules qu'ils avaient mis là, sur le bord du vestiaire des visiteurs qui empêchait les spectateurs, en fait, de venir nous voir. Là. Heureusement qu'il y avait ça. Puis il avait fait une porte juste à côté pour qu'on sorte direct de l'aréna après pour s'en aller. Parce qu'elle m'a dit, moi, je me souviens des soirs à Pont-Rouge de voir voler les poubelles, des gros drums de 45 pieds là, qui tombaient sur la glace. Parce que les spectateurs n'étaient pas contents. C'était ça à l'époque. Aujourd'hui, à Sorel, le monde, on parlait beaucoup pendant des années, des gens qui lançaient des verres de bière aux tomates, là, ces bandes verses. C'était un classique, mais à Pont-Rouge, des poubelles qui allaient sur la glace. Puis quand tu allais au Saguenay, c'était les bouteilles de Snapple, puis les espèces. À Saint-Georges-de-Beauce, je me rappelle, au centre de la Croix-du-Til, derrière le banc, avec Mario Dutramp, à un moment donné, j'ai reçu quelque chose en arrière de la tête, puis ça me fait mal, là. Ça me pince. Puis après, des baies vitrées dans ce temps-là, là, aujourd'hui, il y a des baies vitrées là, derrière les bancs, mais à l'époque, à Sorel non plus, il n'y en avait pas. Puis là, je me penche, puis là, je vois. Souvenez-vous, quand à la petite école, les pounes, les billes, puis les pounes là, en vitre, là, qu'on jouait,
J'avais reçu ça en arrière de la tête. C'est dangereux. Hein? Ouais, c'est dangereux. Mais c'était ça. Alors, regarde, on pourrait jaser. On pourrait jaser de plein de belles histoires, mais ça a été quand même le fun de belles années. Il y a eu des moments moins glorieux, puis c'est normal là, quand tu es là pendant des années. Mais moi, je veux peut-être terminer là-dessus. Là, j'ai parlé beaucoup des dirigeants, des propriétaires, des gens qui ont mis énormément. Peut-être, là, écoute, je l'ai fait un peu tantôt, là, les commissaires de l'époque, les gens de Gilles Rousseau, avec qui j'ai travaillé pendant des années, que j'ai tellement apprécié, Michel Godette, Michel Godin, des gars avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir, tous les propriétaires d'équipes, gouverneurs, directeurs gérants. Tu sais, on était des adversaires, mais il y avait un respect. Tu sais, on va parler de Bob Burger. J'en compte une autre bien vite. Vite comme ça, là, on va prendre 5 minutes de plus. Vas-y, écoute, Bob est avec les Chiefs à Laval. Bob, il fait tout un show. Puis là, Sorel, on commence à être un peu plus tough. Là. C'est vers, je dirais, début des années 2000 avec les Royaux. Là, GLP Charbonneau, Dan Tice, les frères Bauderia, les frères Lino. Ça, on en a quelques-uns. Là, Pat Salvaille, Pat O'Hara. Puis on commence à être équipé un peu pour aller chamoyer avec les Chiefs. Qu'eux autres étaient solides, c'est un moyen temps. Il y en avait un puis deux. Puis, tu sais, on donnait un show, mais Bob Burger, dans la semaine, il m'appelait. Moi, je travaillais à la radio à Sorel à l'époque, puis il me disait « Hey Yann, là, vous venez jouer à Laval vendredi, il faudrait que tu en parles, là, faire un bon show, que le monde de Sorel vienne, puis là, on s'en va jouer chez vous la semaine prochaine, tu m'appelleras, m'a donné une entrevue. » Tu sais, c'était ça aussi, c'était le folklore de l'époque du hockey senior. Tu sais, là, moi, je parlais du match à Laval, les gens de Sorel y allaient. La semaine d'après, Laval venait jouer ici. J'appelais Bob me faisait une entrevue comme je fais avec vous autres ce soir. Puis là, il disait, préparez-vous, Sorel, ça va coûter cher, ça va faire mal. Il y avait les forums là, à l'époque. Ben oui, les forums de discussion. Ben, non, mais j'allais aller, mais c'était mieux que. J'étais mieux de pas y aller, il m'a dit. Il y a des soirs que ça m'empêchait de dormir. C'était fou, là, les discussions là-dessus. Mais tu sais, on faisait tout ça dans le respect quand même. Puis on finissait le match. Puis même les joueurs entre eux autres, oui, il y avait vraiment des gars qui se détestaient au bout, là, mais tu sais, à quelque part, les gars se respectaient parce qu'il y avait un job à faire, puis c'était pas un job facile. Tu sais, fait que j'ai beaucoup de respect pour tous les dirigeants, les entraîneurs, les gens, mais les joueurs, c'est là-dessus, c'est avec ça que je veux finir, parce que les joueurs, les gars sont venus jouer dans cette ligue-là au début là, pour des 50, 60, 75 piastres par soir. Puis ils faisaient de la route. Ils n'étaient pas là pour l'argent. Ils étaient là pour la passion. C'est la passion qui a mis au monde cette ligue-là à l'époque. Puis aujourd'hui, elle existe encore, c'est grâce à eux. Il faut avoir du respect pour ces gars-là. Les gars, autant les durs à cuire que les bons joueurs de hockey, les pères de famille, tous ces gars-là qui ont joué dans cette ligue-là, tu sais, c'est à eux autres qu'il faut rendre hommage. Nous, on était des personnages secondaires là-dedans. On faisait partie du folklore, si tu veux. On faisait partie de l'habillement, de l'enrobage. Mais c'était les joueurs qui donnaient le spectacle. Puis c'est encore ça aujourd'hui. C'est important de le mentionner. Tu sais, c'est ces gars-là qui allaient jouer des matchs. Hey, tu sais, on partait, moi je me souviens, là, on jouait le vendredi soir à Thetford Mines, puis le samedi soir à Jonquière. Les gars, ils travaillaient dans la semaine, on partait pour la fin de semaine, laissait sa blonde à la maison, sa femme avec les enfants, les bébés et tout ça. Tu sais, il faut avoir du respect pour ces gars-là. Ils ont tellement fait pour cette ligue-là. Donc, moi, c'est un peu à eux que je veux penser ce soir, leur dire un beau bonjour et leur donner un coup de chapeau pour tout ce qu'ils ont fait au fil des ans. Je pense, Yannick, on pourrait finir le show de même. Ça serait bon. C'est sur une belle note. Un bel hommage également. Tu sais, une chose que j'aimerais, il y a dans les commentaires, Duval Desrochers Boutier. Ah oui, Hugo Boutier, c'est ça. Ça, c'était le trio. Le Blitz de Granby. C'était ça l'équipe à l'époque. Puis les autres, c'était fou. Là. Ils étaient talentueux. Écoute, mais chaque équipe avait au moins 2 bons trios. Là. Puis il y avait des marqueurs dans cette ligue-là. Là. Mathieu Benoît, des gars comme ça, là, il y a des gars de talent, là, il y en avait plein partout. Puis c'est ça qui faisait que c'était le fun aussi. Puis la majorité avait joué dans la Ligue junior majeure du Québec, puis ils arrivaient dans la Ligue après, mais c'est encore comme ça un peu aujourd'hui. Fait que tu avais l'occasion de voir ça. Je pense que aussi, il faut rendre hommage aux partisans, les partisans qui ont toujours été bien présents, puis encore aujourd'hui, qui, soir après soir, vivent de leur passion avec leur équipe. C'est le fun de voir ça.
Là, j'ai hâte d'aller voir écoute, ça fait quand même un bout de temps, là, je peux aller voir un match, mais là, il va y avoir des belles loges au Colisée Cardin. Là, je vais aller voir ça. J'ai hâte d'aller voir ça. Ils vont changer l'éclairage aussi. Là, ça va faire du bien. T'es-tu allé au Colisée Cardin depuis qu'ils ont changé l'éclairage? Non, j'ai pas. Je te dis, tu vas pogner de quoi quand tu vas rentrer la première fois? Moi, je ne suis pas encore habitué. On dirait à chaque fois que je rentre, je suis pas ça encore... éblouit. Je suis genre, waouh, c'est donc bien... Mais là, je vais le voir. Un match Midget 3 chaque année à Sorel. Mon match en vient, c'est le 6 décembre entre Saint-Hyacinthe et Trois-Rivières. On va faire une plug en passant au Colisée. Donc, je vais le voir là. J'ai hâte de voir ça. Puis, je sais que Christian, les loges et tout ça, ça va être très beau également. J'ai vu passer des photos. Vendredi, en fait. Vendredi, c'est le premier match qui vont être ouvertes. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Je vais aller voir ça. C'est le fun de voir ça. Puis c'est important, hein, ces équipes-là, dans chacun de leurs marchés, pour chacune de ces villes-là, l'équipe de hockey est importante pour la population, pour tout ce qui vient avec également. C'est important de les supporter. Puis c'est important pour ces gens-là, les partisans là, qui sont là depuis longtemps, puis que leur équipe, ils l'ont à cœur. Moi, j'en connais là, ici, là, les éperviers, là, je m'en fais parler régulièrement. Les gens savent que je suis dans le sport, dans le hockey, puis j'ai été impliqué longtemps aussi dans la Ligue. Fait que les gens m'en parlent encore. Puis mais ça, c'est important. Fait qu'il faut les saluer également. Ben, ça a un peu, on pourrait dire également là, que la Ligue a construit où tu es rendu maintenant. Donc, on t'a été dans le hockey. Ça fait partie de mon parcours. Parcours. Moi, je m'en suis jamais caché. Ça fait partie de mon parcours, ça fait partie de mon cheminement professionnel. J'ai fait des bonnes choses, j'en ai fait des moins bonnes, mais ça fait partie de... C'est comme un joueur de hockey. Hein. Moi, je n'avais pas le talent d'être sur la glace, j'avais un autre talent, mais j'ai fait mes classes. Puis la Ligue nord-américaine fait partie de ça. Et tu parles de passion, ben, quand que tu nous comptes tes anecdotes, je pense que tu avais également la passion de la Ligue nord-américaine. Hey, j'en ai plein d'autres, mais ils ne se comptent pas sur le web ou à la télé. C'est ça. Je les raconterai quand on se verra quelque part. J'ai hâte d'aller prendre j'en ai déjà raconté quelques-uns. Sur ces belles paroles, Yannick, je te remercie beaucoup d'avoir été des nôtres là, ce soir. C'était très agréable, des bonnes anecdotes, des bonnes histoires. Je pense que tu as fait un bel hommage également à la Ligue. Je pense que tu as été un personnage marquant aussi de la Ligue. Tu sais, si on veut parler aussi des bons coups de la Ligue nord-américaine, on peut dire que des bons joueurs, des coachs qui sont passés. Dernièrement, Samuel Laberge là, qui avait joué un match dernièrement avec les Devils, mais on a également des personnes qui sont à la télévision aujourd'hui, qui sont passées par la Ligue. Donc, écoute, j'étais là pendant 12 ans. Fait que c'est quand même 12 ans. C'est long, 12 ans, quand tu penses à ça. Là. Fait que c'est certain que ça occupe une grande place aussi dans mes souvenirs. Donc, merci de l'invitation, les boys. C'était le fun de me replonger dans ces souvenirs-là. C'est toujours intéressant. Puis, quand je serai de passage, on se croisera à l'aréna, je vais aller vous saluer. Je dis, David, ça va être plus facile, on est à la même place. Oui, je suis à la galerie de presse. Mais je vais aller vous saluer, un bon match. Bien sûr. Merci beaucoup, Yannick, de ta présence et on se revoit bientôt. Salut, les boys. Merci beaucoup. Et voilà, Yannick Lévesque, le producteur et animateur et ancien de la Ligue nord-américaine impliqué avec les équipes de Sorel là, dans notre ligue. Donc, était un super invité. Je pense que quelques messages que j'ai vu passer là, qui disaient on boit tes anecdotes, Yannick. Là. Fait que... Colin, ça va falloir. C'était quasiment 1 heure, c'était pas assez. Ben là, ça, tu sais, j'avais dit une heure 40 minutes. Là, finalement, on en a eu. Je pense qu'il va peut-être me charger. Là. On a fait 1 heure et quart pour l'over. Là. Donc, non, c'était très intéressant, Dave. Ouais, non, c'était le fun de replonger aussi dans le passé. Là. C'est sûr que, tu sais, l'époque où est-ce qu'il parlait, j'y allais. J'ai jamais vu les dinosaures, mais je me rappelle des royaux, même si j'étais quand même assez jeune. Là. J'avais vu plusieurs matchs. Puis le Mission, ça, je m'en rappelle plus parce que j'étais rendu un ado à cette époque-là. Fait que c'est un peu plus frais dans ma mémoire, mais ouais, des bons souvenirs. Puis, je me rappelle le match numéro 7, c'est le seul match, c'est la première fois de ma jeune carrière de fan de hockey que j'allais sur la route voir un match, le match numéro 7 de la demi-finale à Sherbrooke là, de Sorel. Puis, oh my God, j'avais le cœur brisé.
perdre en prolongation un match numéro 7. Là, je vais m'en rappeler toute ma vie, mais ouais, c'était des. Sur le coup, c'était triste, mais tu sais, quand on y repense, c'est un beau souvenir, pareil, quand on y repense là, des années plus tard. Ça t'a rendu nostalgique, on dirait, Dave. Ouais. Il fait ça comme ça, fait ça comme ça. C'est sûr que, tu sais, il y en a beaucoup d'anecdotes justement de ce qui se passait à cette époque-là là, avec le Mission, là, quand c'était contre les Chiefs de Saint-Jean ou le Radio X de Québec ou Saint-Hyacinthe aussi, ça brassait souvent. Fait que c'était pour un ado, c'était quand même le fun. C'était quand même marquant. Ça, j'ai connu l'année du lockout là, de 2004-2005. Ouais, vous avez parlé. J'avais vu un des matchs de Stéphane Richer à Sorel. Je m'en rappelle. Yes. Donc, si on parle peut-être, Dave, des matchs là, qui vont avoir lieu lors du prochain week-end. Exact. Donc, week-end de 6 matchs, ça commence jeudi, donc dans moins de 48 heures à Saint-Hyacinthe. C'est les jeudis rivalités, le deuxième contre les Pétroliers de Laval. Ça avait quand même donné tout un spectacle le premier, lors du premier jeudi rivalité. Donc, partie numéro 2. En fait, troisième match, il y avait un match à Laval là, aussi entre les deux équipes, mais troisième match là, entre les deux équipes depuis le début de la saison. Fait que ça va être bon. Jeudi à Saint-Hyacinthe. Ensuite de ça, seulement 3 matchs vendredi. Évidemment, c'est parce que le Cool FM ont déplacé leur match pour pouvoir jouer au centre sportif La Croix-du-Til plus tard. Donc, un vendredi de 3 matchs, donc ça va être rare. Il va en avoir un autre la semaine suivante, encore une fois, à cause du Cool FM, mais je pense que c'est pratiquement les 2 seules fois dans l'année qui va avoir ça. Donc, à Laval, les Trois-Îles de Rivière-du-Loup qui vont être de passage pour affronter les Pétroliers. Ensuite de ça, on en a parlé à Sorel-Tracy, le National de Québec qui va être les visiteurs, alors qu'on va inaugurer les fameuses loges à Sorel-Tracy. Et puis, au Palais des Sports, l'assurancier de Thetford sera en visite là, pour faire face aux Marquis. Donc, encore une fois, là, Thetford, c'est toujours un des clubs qui attire le plus à Jonquière. C'est tout le temps plein à Jonquière, fait que ça risque d'être encore le cas. Ça va être un bon match. Samedi, 2 matchs. Tout d'abord, Jonquière va être à Québec. Donc, je cherchais l'équipe tantôt au début du show qui allait jouer à Québec samedi. C'est les Marquis de Jonquière. Donc, Québec qui a déjà une victoire contre les Marquis cette saison. Est-ce qu'ils vont réussir à aller en chercher une deuxième samedi? Puis, à Rivière-du-Loup, le Cool FM qui va être de passage contre les 3L. Je veux juste aller vérifier une info parce que est-ce que c'est le match? Parce que j'ai vu passer, ça commence, là, c'est le temps de l'année, là, mais match des Toutous. Est-ce que c'est celui-là qui s'en vient? Oui, donc c'est le match des Toutous samedi soir à Rivière-du-Loup, donc contre le QFM. Alors, soyez prêts à porter vos Toutous. Premier but de l'équipe, premier but des 3L, les lancers sur la glace, ça fait toujours des belles images à propager sur les réseaux sociaux. Donc, le match des Toutous, donc ça va être une belle soirée en perspective à Rivière-du-Loup samedi soir. Les paris sont ouverts. Qui va marquer le premier but? Ouais. À date, celui qui en a le plus à Rivière-du-Loup, c'est Jason Lavallée. Donc, on a inscrit un autre. En fait, les 3L avaient seulement un match en fin de semaine. Ils l'ont remporté contre les Éperviers. Donc, Olivier Mathieu qui a marqué son premier but de la saison. On a vu sur le vidéo du match, là, Tristan Pomerleau là, qui est allé lui... Le fameux monkey off the shoulder, puisqu'il l'attendait son premier but, Olivier Mathieu. Donc, c'est chose faite. Belle victoire des 3, ça faisait du bien. C'était une petite vilaine séquence de défaite. Donc, les 3 là, qui ont retrouvé le chemin de la victoire. C'est confirmé pour le match de Toutou. Là. Denis nous a dit oui, Toutou à Rivière-du-Loup. Donc, déplacez-vous en grand nombre, Loup-Périvois et Loup-Périvoise. Samedi, ce sera une grosse soirée. Exact. Good. Donc, sur ce, on a eu une très bonne émission ce soir. Je pense que les nostalgiques ont été servis
les vieux de la vieille là, qui sont friands des vieilles anecdotes ont été servis. On a ressorti quelques vieux noms en faisant aussi un parallèle avec aujourd'hui. Il y a des gens qui sont encore là, qui étaient là dans les années de Yannick également. On a eu quelques questions là, sur justement s'il pourrait avoir les matchs à RDS, est-ce que ça serait une bonne idée? Du côté marketing de la Ligue aujourd'hui. Ouais. On a parlé de l'image et en faisant une chose qui n'a pas changé, je pense que c'est la passion des joueurs d'aujourd'hui versus à l'époque. Yannick a également dit que justement les joueurs là, qui se déplaçaient faire toute cette route-là là, pour 50, 75 piastres. C'est un peu plus élevé maintenant, mais ouais. Il y a l'inflation là aussi. Là, ouais. Non, mais quand même, c'est pas. Les joueurs ne vivent pas de ça, loin de là. Fait que, non, c'est quand même la passion. C'est pas la passion, les joueurs qui n'ont pas la passion ne t'offrent pas longtemps dans la ligue parce que ça le prend. Non, il faut le dire aussi, là, on part les week-ends, puis il faut aimer ça, là, aller jouer au hockey, faire 6 heures de route parfois, puis on va les encourager, puis c'est ça. Good. Donc, merci à tout le monde là, d'avoir été là en grand nombre ce soir. Merci à Yannick là, qui était un super invité et merci Dave. Et on s'espère d'autres bons matchs pour le prochain week-end. Et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.